إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. La parenthèse du protectorat français au Maroc est bien refermée depuis 50 ans. Quels sont les défis que la jeunesse du Maroc indépendant, qui a intégré les deux cultures, doit relever pour prévenir le choc des ignorances, épanouir son identité dans la dignité et retrouver l'espoir dans son propre environnement? Je dis que s'il n'y avait pas le protectorat, il n'y aurait peut-être même pas d'école française au Maroc, donc le principe même peut-être n'existerait pas. On n'aurait pas à se poser cette question. Peut-être qu'on serait dans un monde tout à fait différent, on n'aurait pas les mêmes visions des choses. Même le Maroc en général à l'extérieur ne serait pas le même, donc on ne peut pas se poser dans cette situation. Les choses sont comme elles sont maintenant et certaines choses découlent de ce protectorat qui a laissé plein de choses. Par exemple, dans la rue, quand on regarde, la majorité des publicités sont en français. Les chaînes marocaines diffusent la moitié des programmes en français, si n'est la majorité des programmes. Il y a des tas d'événements qui ne seraient peut-être pas là s'il n'y avait pas eu ce protectorat. C'est pas sûrement une chose positive ou négative, je ne juge pas, mais je dis, c'est l'état des choses seulement. Le Maroc en mouvement, jeudi sur 2M. Challenger 2006, bientôt dans votre région. Heureusement que c'est la France qui nous a colonisés et ce n'est pas nous qui avons colonisé la France. Les Français n'ont pas beaucoup appris l'arabe. Ils baragouinent un peu, mais c'est tout. Et nous, on a conquis quand même une langue étrangère, qui était un butin de guerre, comme disait Khatab Yassine. On s'est approprié une langue. Et Hassan II qui disait, à juste titre, un analphabète, c'est quelqu'un qui ne parle qu'une langue. On est alphabétisé parce qu'on a deux langues. On a acquis le français. On a une ouverture sur le monde. C'est beaucoup. Deuxièmement, la modernisation ne s'est pas achevée. Quand tu vois ce qui fonctionne au Maroc, tu retrouves la trace des grandes écoles françaises. L'X, Pont et Chaussée, etc. L'ouverture sur l'extérieur se fait à travers la France. C'est notre première fenêtre. Quand on ouvre la fenêtre, on l'ouvre sur la France. On a accès à presque toutes les chaînes françaises et la majorité des personnes regardent plus des chaînes françaises qu'ils ne regardent leurs propres chaînes marocaines. Il y a même, si on parle de notre lycée ou bien de l'environnement où on est, il y a presque une connaissance plus des chaînes françaises ou bien du monde français qu'ils n'essayent de connaître leur propre pays. Ici, au lycée Lyoté, on rencontre une sorte de richesse culturelle. Il y a des Français, comme on a dit, il y a des Marocains, il y a toute religion, justement. Et on voit que ça pose pas un problème. Au contraire, genre, on se rencontre, il y a des liens qui se créent. C'est peut-être les liens qui découlent de la colonisation ou encore autre. Il y a X raisons. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ici, au lycée Lyoté, c'est on va dire, la rencontre de ces liens. Mais on pourrait voir juste dans la cour que on va remarquer des petits détails. Par exemple, les Français restent avec des Français. On va voir des troupeaux de blonds, on va dire. Je sais pas comment dire. C'est juste pour dire qu'il y a des différences. Il y a des différences qu'on voit, qu'on remarque. Je veux dire, il faut être au quotidien. On a un pied au Maroc et un pied en France. Donc ça, en fait, on le voit donc par rapport à nos cours, mais qu'on a en France. Mais quand on sort du lycée, les autres dehors portent un regard sur nous on n'est pas marocains comme eux. Pour eux, on n'est pas marocains, on est des petits Français, on est privilégiés, on a tout ce que en fait eux n'ont pas. Et il y a eu d'ailleurs un film sur ça qui s'appelle Maroc, qui n'est pas encore sorti, qui a suscité des polémiques. En fait, le Maroc, c'est deux mondes, que ce soit un monde français et un monde marocain, que ce soit un monde développé, un monde presque sous-développé. Il y a trop d'extrêmes et il y a vraiment un mur entre les deux. Et j'ai l'impression en fait, que les deux n'arrivent pas à se rencontrer parce qu'il y a des réticences des deux côtés.
Et voilà. Même le choix de venir étudier ici, au lieu de laisser certaines écoles marocaines, c'est un choix. Et pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix est établi depuis le protectorat français au Maroc? Il y a des états d'esprit qui se sont mis en place et qui au lieu de s'effacer avec leur départ, se sont accentués. Dans nos manuels, il n'y a aucune référence au Maroc, dans l'histoire de la France. On est obligé d'acheter des manuels séparément qui parlent de cette histoire. Alors je pense que ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse incorporer un peu l'histoire du Maroc dans les manuels français, qui est quand même assez importante. Je retrouvais Nadia le soir après les classes. Nous nous serrions très fort pour combattre. Le seul risque qu'on peut voir venir, c'est d'avoir une élite un peu acculturée, trop acculturée par rapport aux réalités concrètes, et d'avoir une sorte de bulle culturelle transplantée au centre du pays, qui ne renvoie pas à une réalité. Mais je pense là aussi, il y a eu cette dérive au début, où les lycées, où la mission fonctionnait comme une bulle, mais de plus en plus, il y a une ouverture sur l'environnement, une grosse ouverture sur l'environnement, aussi bien au niveau des programmes, donc histoire géo, graphie, au niveau des thèmes de recherche que développent les élèves du lycée, qu'au niveau des contacts des profs avec leur environnement. Donc il y a de plus en plus, et cette ouverture permet justement aux élèves qui sont majoritairement marocains d'avoir une sensibilité particulière qui peut les mener à des profils, j'allais dire aussi intéressants qu'un profil d'un Fouad Laroui qui a fait le lycée Lyoté, ou d'un Gad Maleh aussi qui a fait le lycée Lyoté. Ah, j'aime pas les clichés, ça me dérange, j'aime pas les gens qui me disent « God, t'es d'origine marocaine », tu dis « ouais », tu dis « ah putain, j'adore le couscous ». Tu me vois comme un couscous, c'est ça? Je viens d'un pays avec sa culture, avec son histoire, de quoi tu me parles? C'est comme les journalistes qui me disent « oui, vous avez pas l'impression dans votre nouveau spectacle de renier un peu vos origines ?» Je dis « non, pourquoi ?» On me dit « parce que vous parlez normalement. » Ça va, frère. Ouais, toi? Ça roule. Alhamdoulilah. Ouais, très nice. Et toi, ça? Très nice. Très norme. Très norme. Quand j'étais au lycée Lyoté, j'étais le meilleur en français, alors qu'il y avait plein de petits français avec moi. Et à l'époque, je ne me rendais pas compte que c'était une anomalie. Et quand j'ai passé les concours aussi pour les grandes écoles scientifiques, j'ai eu la meilleure note de français pour l'école centrale de Paris. Sur 3000 candidats, dont 99% étaient français. Et à l'époque, ça ne m'avait pas non plus frappé. C'est-à-dire que c'était une anomalie. Et puis le jour où je me suis rendu compte que finalement c'était assez curieux, je crois que la même chose est arrivée aussi à Schreiby, mais 30 ans avant moi, eh bien ça m'a beaucoup amusé. Mais on peut très bien se servir d'une langue sans être le petit-fils ou l'arrière-petit-fils de Racine. Oui, j'étais un lecteur assidu de Saint-Jean-de-Perse, d'Aragon, de Baudelaire, tout ça. Et c'est tout à fait naturel que par un esprit peut-être de mimétisme, me mettre à écrire en français. Et ensuite, j'ai très vite réglé ce problème. Pas d'ambiguïté, écrivain de langue française, je n'écris pas en arabe, je suis incapable d'écrire bien en arabe, donc pas la peine de massacrer la langue arabe, je préfère massacrer, si je peux, un peu la langue française, c'est tout. Moi, je regrette beaucoup de ne pas être meilleur en arabe. J'ai fait l'effort de pouvoir lire les gros titres, les choses comme ça. Mais je regrette. Mais c'est vrai qu'ici, autrefois, le français a été si répandu que la nécessité d'apprendre l'arabe n'était pas impérieuse. J'ai exigé que mes enfants fassent de l'arabe tout de suite quand ils étaient petits, fassent de l'arabe à l'école, parce que je trouvais que c'était là. Moi-même, je regrette de ne pas mieux parler. Si vous voulez, comment voulez-vous vous exprimer avec des gens si vous ne parlez pas la même langue? Et si vous la parlez, si vous parlez simplement baragouiner pour demander sur votre chemin, demander des choses comme ça, c'est pas ça. C'est pouvoir parler vraiment et discuter. C'est en discutant qu'on se comprend et qu'on peut faire évoluer les points de vue. Vous savez, il y a un beau mot de Senghor qui a dit
dans les décombres de la colonisation, nous avons trouvé un outil merveilleux, la langue française. Alors vous savez, quand on a le maniement intime, le maniement cérébral de deux langues aussi différentes et traduisant des systèmes de pensée aussi différents que la langue arabe et la langue française, on est équipés pour l'avenir. Casablanca soupait d'une timide fringale, imprégnée de la soie venue du fond des mers. Il y avait Alain El-Fassi qui m'avait demandé une intervention pour faire entrer ses enfants d'ailleurs à l'école française et qui avait fait un article contre les écoles françaises, après contre les écoles françaises et contre le fait qu'il y ait des enseignements français au Maroc. Et il n'y avait eu aucune réaction du palais, rien, aucune. Mais vous avez eu 2 mois à peu près, ou 3 mois après, il y avait le discours du trône, où Sa Majesté a dit simplement, de nos jours, un analphabète n'est pas celui qui ne sait ni lire ni écrire, c'est celui qui ne parle qu'une seule langue. C'était la plus belle réponse. À partir des années 70, la qualité de l'enseignement du français a beaucoup baissé. Aujourd'hui, on peut dire d'une façon générale qu'il y a peut-être beaucoup plus de gens qui parlent le français, mais parmi ces gens qui parlent le français, il y a un très grand nombre qui le parlent très mal. Et il y a très peu de gens qui le maîtrisent véritablement. C'est que le Maroc a enclenché l'arabisation, je pense que ça aussi sans beaucoup de conviction. C'était inscrit dans un programme politique, j'allais dire de décolonisation et de nationalisation un peu de la langue. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Je pense que Hassan II y était pour quelque chose. On n'a pas arabisé le supérieur, on a arabisé juste le primaire, le secondaire. Ça a porté beaucoup de tort au système d'éducation. Non seulement, pas parce qu'on l'a arabisé, mais parce qu'on l'a mal arabisé. Et on est resté entre deux, ni francisé, ni arabisé, ce qui a entraîné pour le système d'éducation nationale une perte de la langue, tout simplement, de toutes les langues, y compris l'arabe. Il y a une progression de la langue française, souterraine. Elle est là. Et cette progression est dangereuse. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas le français ou nous sommes chauvins ou des choses de ce genre, mais c'est parce que nous avons besoin, en tant que Marocains, en formant un groupe national, nous avons besoin de quelque chose qui est à nous. Pourquoi nous avons besoin de quelque chose qui est à nous? Parce que nous ne vivons pas seulement dans le présent, nous avons un passé millénaire. Et dans ce passé millénaire, il y a tout un ensemble, tout un héritage qu'il nous faut garder. Et cet héritage est en arabe. Si demain nous adoptons le français, tout notre héritage nous deviendra étranger. Donc ça n'a pas de sens. Pour nous, il est important de pouvoir récupérer notre langue. Mais nous ne faisons pas l'effort. Toute notre génération qui a souffert, et j'enlève les guillemets, hein, qui a réellement souffert de méconnaître la langue arabe, ne voulait à aucun prix mettre ses enfants dans une école de la mission. Et dans un sens, on a été obligé de le faire. C'est pas un choix, on n'a pas eu le choix. Compte tenu du fait que notre système d'enseignement n'a pas évolué comme on l'a souhaité, je crois que dans le rapport du séquantenaire, il est assez mal noté, enfin c'est sûr, et que ça n'a pas été une très grande réussite. L'éducation marocaine, malgré beaucoup d'investissements, beaucoup de réflexions, c'est un échec. Alors, sur le plan bilatéral, avec nos relations avec la France, ça se traduit, c'est comme ça, par une pression plus forte sur les écoles françaises au Maroc. C'est à la fois le syndrome de cet échec et la réussite de ce système scolaire, une survivante de ce système scolaire qui date mais qui fonctionne assez bien, finalement, ici. Alors, il est au bord de l'implosion, puisqu'il doit faire face à une demande qui se multiplie. Plus notre problème augmente, plus notre crise à nous s'intensifie, plus la demande augmente sur ce système. On revient à un principe de réalité qui est beaucoup plus... Et donc,
avec un peu d'hypocrisie quand même. Donc là, le français est appelé première langue étrangère, ce qui, disons, s'accommode d'une souveraineté nationale, mais en même temps, il reste important. Il reste important, pas uniquement à cause de ce qu'injecte le gouvernement français comme ressources, mais aussi parce que, disons, l'environnement s'y prête beaucoup et la demande est très forte. La classe moyenne, par exemple, quand elle met ses enfants dans les écoles privées, c'est justement pour maîtriser cette langue. Et disons, l'accès à l'anglais reste assez marginal, du moins au niveau du primaire et du secondaire. Je pense qu'on peut utiliser la formule suivante. Pour la meilleure arabisation, il faut passer par le français. Et pour une meilleure connaissance du français, il faut passer par l'arabe. Il y a un travail réciproque en réalité. Alors, ceci est très simple. C'est-à-dire que pour pouvoir accéder à la culture moderne, il est nécessaire de passer pendant une très longue période par un travail de traduction. Mais le travail de traduction tout seul ne suffit pas. Normalement, il faut avoir en vis-à-vis la langue arabe et la langue française pour pouvoir passer de l'une à l'autre. Donc il faut travailler pendant une longue période dans une situation de bilinguisme, mais du bilinguisme assumé, du bilinguisme de qualité, pas de bilinguisme superficiel. Alors, au bout de cette période-là, quand on aura suffisamment avancé, à ce moment-là, probablement, et ça paraît tout à fait normal, c'est la langue nationale, la langue arabe, qui va prendre le dessus. Pendant un certain temps, étant donné le déséquilibre dans lequel se trouve aujourd'hui la langue arabe, c'est la langue étrangère qui prend le dessus. Mais si on programme un travail progressif, normalement, au bout d'un certain temps, on retrouvera la prédominance normale de la langue nationale. Mais si on ne fait rien, on se trouve dans une situation qui est en quelque sorte sans langue, où spontanément, c'est la langue étrangère qui va l'emporter, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas.